Bonjour à tous. Donc, comme convenu, pour compenser mon absence de cette semaine, dont je suis désolée, je vous propose qu'on avance par des cours en ligne qui vont nous permettre de rattraper les heures perdues au moins en bonne part. Et donc, nous allons commencer par introduire la notion que nous devions justement commencer en classe, en live, c'est-à-dire le premier cours sur une notion pour le bac, la nature. Donc, je vous mettrai sur le NT, suite à ces petites séquences en ligne, le PDF du cours. Et puis, comme je l'ai déjà signalé dans le message que je vous avais adressé hier, on prévoira en classe de tester ensuite vos connaissances, le fait que vous ayez bien tout retenu, tout appris, tout compris. Et on verra comment utiliser ça évidemment au bac. Donc, je vais commencer par vous présenter la manière dont on va aborder cette notion. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans tout le détail que vous voyez s'afficher là, qui est le plan détaillé du cours que vous allez retrouver sur le PDF que je vais mettre dès aujourd'hui avec la première partie justement. Ce que vous pouvez constater, c'est que notre approche va se faire en 3 temps. Donc il va y avoir, je vais vous les présenter là très rapidement, il va y avoir 3 parties dans ce cours sur la nature. La première partie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, elle va consister à mettre en relation 2 notions qui en fait parlent toutes les deux de nous, de vous, de chacun des représentants du genre humain, puisque ce sont les 2 grandes sources de toutes nos actions, la nature et la culture. Donc, dans cette première partie, on va commencer, vous allez voir, par faire un travail définitionnel sous la forme d'un tableau. C'est ce qui va d'ailleurs nous intéresser tout de suite dans les minutes qui vont suivre. Ensuite, dans une deuxième partie, on va se demander si nous sommes essentiellement des êtres de nature ou de culture et jusqu'où nous sommes l'un et l'autre et combien ceci en nous se mélange. Et dans une troisième partie, on va se demander ce qui nous fait passer de la nature à la culture. Et là, on va mener quelques réflexions, vous allez voir, assez intéressantes sur le rôle que joue autrui, les autres dans notre vie quotidienne, en particulier la société. On va décrypter un petit peu la manière dont ça se passe. Pendant ce parcours, on va rencontrer plusieurs philosophes, certains que j'ai déjà cités en classe, d'autres que je vais vous faire découvrir. Voilà. Dans une deuxième partie, je vous l'annonce juste, donc ça ce sera pour une autre séquence, nous allons voir ensemble les dangers de l'ethnocentrisme. Ici, dans cette partie, on va voir que la pluralité des cultures entraîne des conflits qui vont mener évidemment au racisme. On définira d'abord l'ethnocentrisme en prenant quelques exemples historiques. Ensuite, on verra comment la science peut venir à la rescousse contre le racisme. Et enfin, comment la philosophie peut justement être un rempart contre la barbarie. Donc tout ça, ça nous donnera aussi l'occasion de voir à la fois des expériences scientifiques et puis des textes de philosophes que j'essaierai de vous faire apprécier autant que je les ai appréciés. Et dans la troisième partie, nous verrons quelle est la leçon de Darwin. Donc ici, toujours un petit peu à mi-chemin entre la science et la philosophie. D'abord, on essaiera de comprendre quelle est notre place au sein de l'arbre du vivant, enquête passionnante pour chacun d'entre nous. Ensuite, ça nous amènera à un concept philosophique très beau qui est celui de la gratitude d'exister. Et enfin, on terminera ce cours sur la nature par une approche bioéthique. On se demandera si l'homme a des devoirs à l'égard de la nature. Alors, pour commencer ce cours, 2 petites remarques introductives. La première, je trouve que c'est assez logique et puis de bon sens de commencer par là, c'est de justifier justement le traitement prioritaire de cette notion, puisqu'après tout, il y en a beaucoup à préparer pour le mois de juin. Pourquoi finalement commencer par celle-ci? Pourquoi commencer par la nature? Alors pour répondre à cette première question, j'ai envie de dire à la fois parce qu'il y a une sorte de logique temporelle que je peux revendiquer, qui est que du coup, je vais commencer par vous faire réfléchir sur notre origine, c'est-à-dire d'où nous venons, puisque la nature, c'est notre mère à tous. Et puis ensuite, parce que, je pourrais aussi dire, ça nous oblige à affronter ce qu'on pourrait appeler notre horizon, je dirais presque notre
condition d'existence, parce que la préservation de la nature, qui aujourd'hui justement est un des enjeux de notre société, de notre humanité, est la condition de notre survie. Autrement dit, on pourrait dire que la nature, c'est un petit peu, pour utiliser pour la première fois de l'année, une expression que j'aurai sûrement d'autres occasions d'utiliser, que je trouve assez belle, c'est notre alpha et notre oméga, donc le point de départ et d'arrivée. Vous voyez qu'on retrouve, je vous l'avais dit, assez régulièrement l'alphabet grec. Deuxième remarque, on pourrait se demander finalement ce qu'on peut attendre d'un tel cours. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais choisi de commencer par la nature. On pourrait dire, mais finalement, quels sont les gains attendus? Qu'est-ce qu'on peut espérer en tirer? Alors, pas mal de choses. D'abord, évidemment, de beaucoup travailler sur nous-mêmes. Après tout, nous sommes à chacun d'entre nous une source précieuse de réflexion. Mieux nous connaître, mieux nous comprendre, ce n'est pas rien. Donc un gain au niveau de notre identité qui va aboutir à un gain au niveau de l'action. On pourrait dire que réfléchir sur la nature, comme on va le faire, c'est pouvoir mieux nous comprendre et par là mieux comprendre comment nous fonctionnons, pourquoi nous réagissons comme nous réagissons tant de fois par jour, ce qui peut nous permettre aussi de performer dans nos actions et en particulier, vous l'avez compris, nous demander quels sont nos devoirs en termes d'action éthique, bioéthique. Ici, on va retrouver des enjeux bioéthiques d'actualité. Comment devons-nous agir, en particulier en tant qu'être naturel, pris dans la nature pour la préserver. Voilà un petit peu le cadre de toutes nos réflexions. Alors, on se lance pour cette première séquence. Donc, on va réfléchir sur le rapport entre la nature et la culture. Le cours ici donc part de la notion de nature. Quand on parle de la notion de nature, la première chose, je pense, à laquelle on pense tous, c'est aux animaux, aux plantes, à la nature comme cadre qui peut nous accueillir et que parfois nous éprouvons sous la forme d'un manque, par exemple quand nous sommes dans l'univers très bétonné du lycée et que nous ne voyons qu'un petit bout de ciel et quelques nuages passés à l'horizon. Et donc la nature, on pourrait dire plus largement, c'est tout ce qui était là avant même que les hommes arrivent, tout ce qui n'a pas été créé ou modifié par lui. Et en ce sens, on va voir qu'on oppose le naturel à l'artificiel, puisque les artefacts, un des termes qu'on va utiliser régulièrement pendant l'année, les artefacts, ce sont toutes les choses qui sortent des mains de l'homme. On va beaucoup travailler là-dessus dans le cours sur la technique. Donc on pourrait dire que la nature, c'est tout ce qui précède une intervention humaine dans le monde. Et c'est en ce sens qu'on va souvent opposer la nature à la culture, puisque la culture, c'est justement tout ce que l'homme va en quelque sorte ajouter à la nature. Et du coup, dans cette première partie, on va essayer de démêler ce qui est naturel et ce qui est culturel. Et puis aussi, c'est pourquoi j'ai choisi cette image, essayer de comprendre comment les deux sont imbriqués, le naturel et le culturel, à la fois en nous et puis dans ce monde qui nous entoure, où il y a en permanence une interaction des deux. Alors comme je vous l'avais dit, on va commencer par un travail définitionnel qui va nous resservir ensuite pendant toute l'année et qu'on va mettre sous forme d'un tableau, parce que j'aime bien les tableaux pour l'apprentissage, je trouve que c'est mieux que des gros pavés de texte. Alors si j'étais en classe avec vous, j'aurais projeté le tableau vierge et puis on aurait ensemble essayé de remplir case après case. On va essayer de mimer un petit peu ce travail, même si du coup c'est par écran interposé. Donc la première chose, vous voyez là-haut, c'est que je voudrais que vous reteniez une définition, de pointillés à compléter, de ce que c'est que justement la culture par opposition à la nature. Si vous avez été attentif, en fait je vous ai déjà livré une définition il y a à peu près une minute, qui me semble être à la fois la plus efficace, la plus simple, et la plus, on va dire, universelle et facile à retenir. Si vous avez été assez attentif, peut-être que ça, du coup, c'est encore là dans votre oreille, dans votre mémoire, pour mettre en définition la culture en relation avec la nature. On pourrait dire la culture, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature. Donc on va retenir cette définition. Tout ce qui est de l'ordre de la culture, c'est justement ce qui n'était pas là par soi-même avant que l'homme l'invente, le crée. Et donc, voilà, la culture, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature. Alors ensuite, on va remplir donc les cases de ce tableau, ligne après ligne, vous vous en doutez, avec un jeu d'opposition.
Et donc, on va commencer par mettre en évidence, dans la première ligne, la manière dont ça nous vient. La nature, tout ce qui est naturel en nous, ce qui nous fait agir de manière naturelle, évidemment, on pourrait dire que c'est ce qui est inné. Ce qui est inné, c'est-à-dire ce qui est donné à la naissance. Et du coup, par opposition, ce que vous pouvez retenir, c'est que la culture, donc c'est un couple qu'on va aussi beaucoup retrouver, inné, acquis, vous êtes nombreux à l'avoir déjà croisé, la culture, c'est tout ce qui est acquis et qui, du coup, passe par un apprentissage nécessaire. Et là, déjà, on a l'indice du fait que la culture va être plus coûteuse, puisque la nature, c'est donné dès la naissance, alors que la culture demande forcément, à travers un apprentissage, quelque chose qui va être justement de l'ordre du travail. Autant la nature renvoie à quelque chose de spontané, d'automatique, et c'est pourquoi, évidemment, elle est associée de manière essentielle à cette faculté qu'est l'instinct. Ce sont tous les comportements qui sont inscrits dans nos gènes. Par exemple, il est instinctif, automatique, de respirer. C'est quelque chose qui est de l'ordre des réflexes qu'on teste chez le nouveau-né, de cligner des yeux. Voilà, quelque chose que nous faisons de manière naturelle, un nombre très conséquent de fois chaque jour. Chaque heure qui passe, vous clignez des centaines de fois des yeux sans même y penser. De même que vous respirez sans avoir à produire pour ça un effort de volonté, parce que c'est automatique, spontané, réflexe, c'est quelque chose d'instinctif. Par opposition, la culture, qui du coup va souvent nous poser plus de problèmes, et aussi, en un sens, pouvoir, vous le devinez, nous rendre beaucoup plus fiers, demande un investissement. C'est pourquoi je l'associe tout de suite aux notions de travail, d'effort, de volonté. Et elle ne relève pas de l'instinct que nous partageons avec tous les êtres naturels, tous les autres animaux. Elle relève de cette faculté spécifique à l'homme qui fait d'ailleurs son essence, on va sans cesse le retrouver ça dans l'année, qui est la raison. Et c'est d'ailleurs l'origine même du terme culture, puisque si on se demande pourquoi on utilise ce terme, ça renvoie au verbe cultiver, une action qui est justement très symbolique. La culture de la terre implique donc un labeur. Il faut retourner la terre, il faut l'ensemencer avec des graines, ensuite il faut l'arroser, attendre que ça pousse et se cultiver au niveau de l'esprit de manière analogique. On pourrait dire que c'est un travail qui demande un investissement, un effort. Apprendre quelque chose, c'est évidemment coûteux, et c'est pourquoi on peut être fier des connaissances qu'on a acquises, et c'est pourquoi les hommes cultivés, que ce soit dans le domaine des sciences, des arts ou autres, font toujours l'objet d'une forme de reconnaissance sociale, d'une forme d'admiration, parce qu'ils ont patiemment fait ce travail laborieux sur leur esprit. Donc d'un côté la nature spontanée qui agit en nous de manière réflexe, on va voir que même des fois ça nous pose problème parce qu'on a du mal à ne pas faire certaines choses qu'on voudrait ne pas faire, et la culture, elle, au contraire, coûteuse, qui demande un effort. Alors du coup, on pourrait se demander quel est le mode de transmission, quel est le mot-clé à retenir pour l'une et pour l'autre. La culture, vous êtes sûrement déjà nombreux à vous l'être formulé comme ça, pendant que je commençais ce tableau avec vous, c'est que c'est tout ce qui est transmis par la voie des gènes, donc de l'hérédité. La nature se transmet par hérédité, et par opposition, on peut retenir que la culture, elle, se transmet au contraire par héritage. Alors j'aime bien jouer sur ces deux mots parce qu'ils commencent pareil, H, E, R, I, et puis du coup on voit qu'il y a néanmoins une énorme différence dans le fait que l'hérédité ne nous demande aucun effort, alors que l'héritage est quelque chose d'actif pour hériter de toutes les connaissances, par exemple, que peuvent nous transmettre les anciens, que ce soit en sciences, là aussi, en art, en littérature, en histoire. Encore faut-il se donner le mal de se mettre en situation de les accueillir, c'est-à-dire les écouter, les comprendre, les intégrer, les mémoriser. Donc d'un côté une hérédité naturelle, de l'autre côté un héritage culturel qui justifie toutes ces années sur les bancs de l'école dont vous faisiez les frais aussi depuis si longtemps. Et donc pour compléter ce tableau, vous voyez qu'il nous reste 4 cases, donc 2 lignes. Je vais utiliser des couples de repères que je vous avais présentés comme les mots de vocabulaire à maîtriser et à utiliser au maximum en vue du bac. On va commencer par mettre en évidence le fait que la culture, c'est le domaine de ce qui est universel. La nature. La nature a une dimension universelle puisque, de manière très logique, puisqu'elle est transmise par les gènes
de manière automatique à la naissance, elle est la même chez tous. Elle relève de comportements qui sont les mêmes, elle est identique chez tous les individus d'une même espèce. Tous les chiens vont aboyer, tous les mammifères vont procréer de la même manière, et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose de spécifique d'avoir des comportements naturels, instinctifs. C'est quelque chose qui même nous fait nous sentir appartenir à une espèce avec des caractères bien définis. Il nous fait nous retrouver dans les comportements des autres. Alors que la culture, elle, est justement, par opposition à l'universel, particulière. J'en profite pour vous dire en passant que ici il ne s'agit pas que d'un couple universel particulier, il s'agit d'un quatuor en quelque sorte. Il y a 4 notions qui vont un petit peu comme des poupées russes de la plus grande à la plus petite. Il y a donc universel qui concerne tout le monde, général qui concerne le plus grand nombre, particulier qui concerne une catégorie d'individus, et puis singulier qui concerne un seul individu. Alors ici, pour la culture, on utilise justement le mot particulière ici pour la qualifier, parce que la culture est propre à un groupe d'individus, elle ne concerne jamais qu'un seul individu, elle ne concerne pas non plus le plus grand nombre. La culture se partage avec d'autres individus, avec lesquels du coup on éprouve une identité commune. Par exemple, on va parler de la culture, je sais pas moi, bretonne ou de la culture berbère, et en même temps du coup, du fait qu'elle est particulière, eh bien elle est variée. Il y a une pluralité de cultures. Cette pluralité qui ne cesse d'évoluer selon les lieux et les époques ça va être au cœur de la deuxième partie du cours, quand on va parler justement des problèmes, des dangers de l'ethnocentrisme et du racisme. Elle va être source de conflits. On va bien parler de ça pendant la deuxième partie. Dernière idée, et on va arriver au terme de ce tableau. On va pouvoir remarquer, et ça va aussi nous aider pour toute la suite de nos réflexions et toute l'année, que la nature, c'est quelque chose qui est fondamentalement stable. Pour vous donner un exemple qui m'a semblé très parlant, je prendrai celui de ces fossiles de ruches d'abeilles qu'on a retrouvées et qui datent d'il y a plus de 50 000 ans. Et donc, ces ruches fossilisées d'il y a 50 millénaires, comparées aux ruches actuelles, révèlent le fait que ça n'a pas changé, que les abeilles d'il y a 50 000 ans construisaient déjà leurs ruches de la même manière que continuent à le faire celles d'aujourd'hui. Donc il y a quelque chose ici de très stable qui fait d'ailleurs qu'on peut en partie se retrouver dans en grande partie se retrouver dans les hommes primitifs. Ce qui a changé, c'est évidemment de l'ordre de la culture, puisque elle est extrêmement évolutive, changeante. Comme exemple, pour faire le pendant de la ruche des abeilles, on pourrait prendre l'habitat humain, puisque là, au contraire, il suffit de se déplacer de 1000 km à l'est ou à l'ouest, au nord, au sud, ou de 1000 ans, ou même de 100 ans en avant ou en arrière, pour voir l'extraordinaire évolution et foisonnement de diversité des habitats en fonction des régions, en fonction des époques, en fonction des cultures, pour illustrer la chose. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment très bien que vous maîtrisiez ce tableau que je vais vous mettre en PDF. À la prochaine séance, que je posterai demain, je vais vous inviter à réfléchir sur le fait de savoir justement jusqu'où nous sommes des êtres de nature, à partir de quand nous sommes des êtres de culture. On fera d'un seul coup le petit 2 et le petit 3 de ce grand 1 sur nature et culture. Donc on répondra aux questions, sommes-nous des êtres de nature et de culture, et comment se fait le passage de la nature à la culture. Je vous mets les documents au fur et à mesure pour que vous puissiez les digérer au fur et à mesure. Et donc on va dire que idéalement, d'ici demain, quand je posterai la prochaine vidéo et qu'on se retrouvera, vous aurez déjà acquis la maîtrise de ce premier morceau de cours, qui n'est pas difficile, je pense, vous en conviendrez, mais qui est exigeant en termes de vocabulaire et puis qui demande quand même un travail de mémorisation. Donc bon travail à tous, surtout bonne fin de journée, bon apprentissage, bon repos, et puis à demain à travers les écrans et à lundi en vrai, en classe. Voilà, bonne fin de journée à tous, au revoir.